Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous littéraire Voyage au bout de la nuit sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite d'une lecture ensemble. Alors nous avons commencé les chroniques italiennes de Stendhal. Stendhal sous son vrai nom Henri Beyle. Alors les chroniques italiennes, c'est un recueil de nouvelles paru en 1855 mais qui ont été écrites entre 1836 et 1839 après que Stendhal ait découvert quelques manuscrits au fin fond d'un magasin d'antiquaires italien. Et qu'il se soit donc inspiré de ces histoires pour en faire donc une suite de nouvelles. Je vais donc reprendre cette lecture. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Je suis ravie de lire tous vos petits commentaires. Très bonne soirée à tous. Les soldats entrèrent dans la maison, la visitèrent avec soin, et sur le champ, on fit l'appel des gens du prince, qui se trouvèrent au nombre de 34. Après quoi, ils furent conduits 2 à 2 dans la prison du palais. Les morts furent laissés en proie aux chiens, et on se hâta de rendre compte du tout à Venise. On s'aperçut que beaucoup de soldats du prince Louis, complices du fait, ne se trouvaient pas. On défendit de leur donner asile, sous peine, pour les contrevenants, de la démolition de leurs maisons et de la confiscation de leurs biens. Ceux qui les dénonceraient recevraient 50 piastres. Par ces moyens, on en trouva plusieurs. On expédia de Venise une frégate à Cadix, portant ordre au seigneur Latino Orsini de revenir sur le champ pour affaires de grande importance. Et l'on croit qu'il perdra sa charge. Hier matin, qui fut le jour de Saint-Étienne, tout le monde s'attendait à voir mourir le dit prince Louis, ou à ouïr raconter qu'il avait été étranglé en prison. Et l'on fut généralement surpris qu'il en fût autrement, vu qu'il n'est pas oiseau à tenir longtemps en cage. Mais la nuit suivante, le procès eut lieu. Et le jour de la Saint-Jean, un peu avant l'aube, on sut que ledit seigneur avait été étranglé et qu'il était mort, fort bien disposé. Son corps fut transporté sans délai à la cathédrale, accompagné par le clergé de cette église et par les pères jésuites. Il fut laissé toute la journée sur une table au milieu de l'église pour servir de spectacle au peuple et de miroir aux inexpérimentés. Le lendemain, son corps fut porté à Venise, ainsi qu'il l'avait ordonné dans son testament. Et là, il fut enterré. Le samedi, on pendit 2 de ces gens. Le premier et le principal fut Furio Savorgnano, l'autre, une personne vile. Le lundi, qui fut le pénultième jour de l'an sudit, on en pendit 13, parmi lesquels plusieurs étaient très nobles. 2 autres, l'un dit le capitaine Splendiano et l'autre le comte Paganello, furent conduits sur la place et légèrement tenaillés. Arrivés au lieu du supplice, ils furent assommés, eurent la tête cassée et furent coupés en quartiers, étant encore presque vifs. Ces hommes étaient nobles, et avant qu'ils ne se donnassent au mal, ils étaient fort riches. On dit que le comte Paganello fut celui qui tua la signoria Vittoria Accoramboni, avec la cruauté qui a été racontée. On objecte à cela que le prince Louis,
dans la lettre citée plus haut, atteste qu'il a fait la chose de sa main, peut-être fût-ce par vaine gloire, comme celle qui montra dans Rome en faisant assassiner Vitelli, ou bien pour mériter davantage la faveur du prince Virginio Orsini. Le comte Paganello, avant de recevoir le coup mortel, excusez-moi, je suis vraiment désolée, j'ai eu un petit peu froid. Donc le comte Paganello, avant de recevoir le coup mortel, fut percé à diverses reprises avec un couteau au-dessus du sein gauche, pour lui toucher le cœur, comme il l'avait fait à cette pauvre dame. Il arriva de là que, de la poitrine, il versait comme un fleuve de sang. Il vécut ainsi plus d'une demi-heure, au grand étonnement de tous. C'était un homme de 45 ans qui annonçait beaucoup de force. Les fourches patibulaires sont encore dressées pour expédier les 19 qui restent, le premier jour qui ne sera pas de fête. Mais comme le bourreau est extrêmement las et que le peuple est comme en agonie pour avoir vu tant de morts, on diffère l'exécution pendant ces 2 jours. On ne pense pas qu'on laisse la vie à chacun. Il n'y aura peut-être d'exceptés parmi les gens attachés au prince Louis que le seigneur Philamphy, son maître de casa, lequel se donne toutes les peines du monde, et en effet la chose est importante pour lui, afin de prouver qu'il n'a eu aucune part au fait. Personne ne se souvient, même parmi les plus âgés de cette ville de Padoue, que jamais, par une sentence plus juste, on ait procédé contre la vie de tant de personnes en une seule fois. Et ces seigneurs de Venise se sont acquis une bonne renommée et réputation auprès des nations les plus civilisées. Ajouté d'une autre main, François Philamphy, secrétaire et maestro di casa, fut condamné à 15 ans de prison. Les chansons, Coppière, Honorio Adami de Fermo, ainsi que 2 autres, à 1 année de prison. 7 autres furent condamnés aux galères avec les fers aux pieds. Et enfin, 7 furent relâchés. Je passe à une nouvelle. Les Cenci, 1599. Le Don Juan de Molière est galant sans doute. Mais avant tout, il est homme de bonne compagnie. Avant de se livrer au penchant irrésistible qui l'entraîne vers les jolies femmes, il tient à se conformer à un certain modèle idéal. Il veut être l'homme qui serait souverainement admiré à la cour d'un jeune roi galant et spirituel. Le Don Juan de Mozart est déjà plus près de la nature et moins français. Il pense moins à l'opinion des autres. Il ne songe pas, avant tout, à paraître, comme dit le baron de Fenestre, de Daubigné. Nous n'avons que 2 portraits du Don Juan d'Italie, tel qu'il sut se montrer en ce beau pays, au XVIe siècle, au début de la civilisation renaissante. De ces 2 portraits, il en est un que je ne puis absolument faire connaître. Le siècle est trop collet-monté. Il faut se rappeler ce grand mot que j'ai ouï répéter bien des fois à Lord Byron. This age of cant. Cette hypocrisie si ennuyeuse et qui ne trompe personne a l'immense avantage de donner quelque chose à dire aux sots.
Il se scandalise de ce qu'on a osé dire d'une telle chose, de ce qu'on a osé rire d'une telle autre, etc. Son désavantage est de raccourcir infiniment le domaine de l'histoire. Si le lecteur a le bon goût de me le permettre, je vais lui présenter, en toute humilité, une notice historique sur le second des Don Juan, dont il est possible de parler en 1837. Il se nommait François Sancy. Pour que le Don Juan soit possible, il faut qu'il y ait de l'hypocrisie dans le monde. Le Don Juan eût été en effet sans cause dans l'Antiquité. La religion était une fête, elle exhortait les hommes au plaisir. Comment aurait-elle flétri des êtres qui faisaient d'un certain plaisir leur unique affaire? Le gouvernement seul parlait de s'abstenir. Il défendait les choses qui pouvaient nuire à la patrie, c'est-à-dire à l'intérêt bien entendu de tous, et non ce qui peut nuire à l'individu qui agit. Tout homme qui avait du goût pour les femmes et beaucoup d'argent pouvait donc être un Don Juan dans Athènes. Personne n'y trouvait à redire. Personne ne professait que cette vie est une vallée de larmes et qu'il y a du mérite à se faire souffrir. Je ne pense pas que le Don Juan athénien pût arriver jusqu'au crime aussi rapidement que le Don Juan des monarchies modernes. Une grande partie du plaisir de celui-ci consiste à braver l'opinion. Et il a débuté, dans sa jeunesse, par s'imaginer qu'il bravait seulement l'hypocrisie. Violer les lois, dans la monarchie à la Louis XV, tirer un coup de fusil à un couvreur et le faire dégringoler du haut de son toit, n'est-ce pas une preuve que l'on vit dans la société du prince, que l'on est du meilleur ton et que l'on se moque fort du juge? Se moquer du juge, n'est-ce pas le premier pas, le premier essai de tout petit Don Juan qui débute? Parmi nous, les femmes ne sont plus à la mode. C'est pourquoi les Don Juan sont rares. Mais quand il y en avait, ils commençaient toujours par chercher des plaisirs fort naturels, tout en se faisant gloire de braver ce qui leur semblait des idées non fondées, en raison dans la religion de leurs contemporains. Ce n'est que plus tard, et lorsqu'il commence à se pervertir, que le Don Juan trouve une volupté exquise à braver les opinions qui lui semblent à lui-même justes et raisonnables. Ce passage devait être fort difficile chez les anciens. Et ce n'est guère que sous les empereurs romains, et après Tibère et Caprée, que l'on trouve des libertins qui aiment la corruption pour elle-même, c'est-à-dire pour le plaisir de braver les opinions raisonnables de leurs contemporains. Ainsi, c'est à la religion chrétienne que j'attribue la possibilité du rôle satanique de Don Juan. C'est sans doute cette religion qui enseigna au monde qu'un pauvre esclave, qu'un gladiateur avait une âme absolument égale en faculté à celle de César lui-même. Ainsi, il faut la remercier de l'apparition des sentiments délicats. Je ne doute pas, au reste, que tôt ou tard, ces sentiments ne se fussent faits jour dans le sein des peuples. L'Énéide est déjà bien plus tendre que l'Iliade. La théorie de Jésus était celle des philosophes arabes, ses contemporains. La seule chose nouvelle qui se soit introduite dans le monde à la suite des principes prêchés par saint Paul, c'est un corps de prêtres absolument séparé du reste des citoyens
et même ayant des intérêts opposés. Ce corps fit son unique affaire de cultiver et de fortifier le sentiment religieux. Il inventa des prestiges et des habitudes pour émouvoir les esprits de toutes les classes, depuis le pâtre inculte jusqu'au vieux courtisan blasé. Il sut lier son souvenir aux impressions charmantes de la première enfance. Il ne laissa point passer la moindre peste ou le moindre grand malheur, sans en profiter pour redoubler la peur et le sentiment religieux, ou tout au moins pour bâtir une belle église, comme la Salute à Venise. L'existence de ce corps produisit cette chose admirable. Le pape Saint Léon, résistant sans force physique au féroce Attila et à ces nuées de barbares qui venaient d'effrayer la Chine, la Perse et la Gaule. Ainsi, la religion, comme le pouvoir absolu tempéré par des chansons qu'on appelle la monarchie française, a produit des choses singulières que le monde n'eût jamais vues, peut-être s'il eût été privé de ces deux institutions. Parmi ces choses bonnes ou mauvaises, mais toujours singulières et curieuses, et qui eussent bien étonné Aristote, Polybe, Auguste et les autres bonnes têtes de l'Antiquité, je place sans hésiter le caractère tout moderne de Don Juan. C'est à mon avis un produit des institutions ascétiques des papes venus après Luther, car Léon X et sa cour, 1506, suivaient à peu près les principes de la religion d'Athènes. Le Don Juan de Molière fut représenté au commencement du règne de Louis XIV, le 15 février 1665. Ce prince n'était point encore dévot, et cependant, la censure ecclésiastique fit supprimer la scène du pauvre dans la forêt. Cette censure, pour se donner les forces, voulait persuader à ce jeune roi, si prodigieusement ignorant, que le mot janséniste était synonyme de républicain. L'original est d'un Espagnol, Tirso de Molina. Une troupe italienne en jouait une imitation à Paris vers 1664 et faisait fureur. C'est probablement la comédie du monde qui a été représentée le plus souvent. C'est qu'il y a le diable et l'amour, la peur de l'enfer et une passion exaltée pour les femmes, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus terrible et de plus doux aux yeux de tous les hommes, pour peu qu'ils soient au-dessus de l'état sauvage. Il n'est pas étonnant que la peinture du Don Juan ait été introduite dans la littérature par un poète espagnol. L'amour tient une grande place dans la vie de ce peuple. C'est là-bas une passion sérieuse et qui se fait sacrifier haut la main toutes les autres. Et même, qui le croirait, la vanité. Il en est de même en Allemagne et en Italie. À le bien prendre, la France seule est complètement délivrée de cette passion qui fait faire tant de folie à ses étrangers. Par exemple, épouser une fille pauvre sous le prétexte qu'elle est jolie et qu'on en est amoureux. Les filles qui manquent de beauté ne manquent pas d'admirateurs en France. Nous sommes gens avisés. Ailleurs, elles sont réduites à se faire religieuses et c'est pourquoi les couvents sont indispensables en Espagne. Les filles n'ont pas de dot en ce pays et cette loi a maintenu le triomphe de l'amour. En France, l'amour ne s'est-il pas réfugié au 5e étage, c'est-à-dire parmi les filles qui ne se marient pas avec l'entremise du notaire de la famille? Voilà, c'est ici que j'achève cette lecture. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Pour ma part, j'ai été ravie de vous lire cet extrait. On se retrouve très bientôt. En attendant, bon courage pour ceux qui se lèvent et qui travaillent.
et bonne nuit pour ceux qui se couchent. À très bientôt, bye bye.